Ok, on se retrouve avec la qualité habituelle, passable depuis quelques épisodes qu'on a et j'avoue que, une fois de plus, c'est pas la chose qui vous inspire le plus pour ce genre de vidéo réac, donc voilà, hein, c'est un peu la conclusion de cet arc du Kilimandjaro, où ça va être les retrouvailles, on va régler cette affaire de cricket et de sacrifice. Ouais, ça se passe quoi, hein. Bon alors déjà très vite on voit nos enfants qui se tirent de cette nuée de criquets qui a plongé sur eux mais en l'espace de 10 secondes. Donc c'était bien la peine de faire un cliffhanger là-dessus dans l'épisode précédent. Et ouais, ils ont une petite théorie, ils nous balancent la théorie qui est censée expliquer pourquoi ils sont particulièrement dérangés durant cette période par rapport à d'habitude, parce que les nuées de criquets qui attaquent les champs, etc., c'est commun, c'est courant. Ça arrive dans ces régions-là, c'est dit à la fin de l'épisode dans le documentaire. Mais ouais, c'est plus véhément que d'habitude, parce que ça vient de la prophétie que Nostradamus a écrit. Ah, les animaux s'affoleront à la vue de l'arrivée de la fin du monde, tout ça. Donc, en gros, je suis censé croire que les criquets ont une espèce de perception extrasensorielle qui les fait ressentir l'arrivée d'une météorite géante. Ok, hein, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous avez fait pire, vous avez fait pire. Donc voilà, on a l'explication entre guillemets à ça. Et sinon, ouais, va y avoir donc Mendoza qui va arriver au village. Ils vont discuter un petit peu, découvrir le gars, le coin. Il va y avoir le sorcier qui s'appelle Jonazi. J'aurais dû le pointer parce que voilà, il a nazi dans son nom, le gars. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà, le sorcier, le méchant sorcier qui est un putain de cartoon, hein, c'est un vilain de cartoon typique. Ah, ils vont parler du démon sacrifié, c'est énorme. Il a nazi dans son nom, quoi. J'ai envie de croire que c'est fait exprès, pour le fun, pour le lol, mais je sais pas. Si ça se trouve, ils ont fait ça inconsciemment. En tout cas, voilà, c'est un petit peu les retrouvailles. Mendoza et compagnie retrouvent la Guerra et Gaspard, hein, ça leur plaît un peu moins ça, à ce niveau-là, tandis que le sorcier est tout content. Ah, nous avons déjoué la victime. Nous allons pouvoir calmer les démons. J'avoue que ce côté complètement exagéré cartoon me fait un peu craquer, je vais pas nier, hein. Au moins le bon truc un peu drôle qu'on en retient. Et donc, c'est parti pour s'occuper de ça, quoi. Le chef est toujours réticent à la chose, mais en voyant que tout le monde commence à craindre de plus en plus avec les attaques incessantes de criquets, il se dit ok, on va essayer, tant qu'à faire. Et donc il les amène au lac des pétrifiés. Comment ça s'appelle comme ça, voilà, le lac des pétrifiés, parce que quand on tombe dans cette eau-là, on est pétrifié nous-mêmes, et on n'a rien qui explique ça en documentaire de fin. Je sens que c'est une grosse invention de la série, parce que je pense pas qu'il existe une eau qui pétrifie le corps. À ma connaissance, une eau qui peut ébouillanter le corps, je peux voir, mais une eau qui pétrifie, je vois pas. Ah, n'hésitez pas à me dire, hein, enfin c'est peut-être pas une eau, peut-être qu'il existe un moyen de pétrifier un corps via une espèce de liquide quelconque. À ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire, hein, dans la nature, hein, je parle pas de façon de façon recherchée avec nos méthodes actuelles. Donc voilà, si ça existe, n'hésitez pas à me dire, parce qu'on ne nous le dit pas dans cet épisode. Je pense que c'est une grosse connerie, hein, un truc qu'ils ont inventé juste pour rajouter du drame. En tout cas, voilà, ils sont amenés là. Il y a le sorcier qui dit vous allez vous battre deux par deux par duel éliminatoire, et au bout du compte il ne restera qu'un seul sur ce petit pont suspendu par le lac des pétrifiés, qui au passage, à quel moment ils ont eu l'idée de faire un pont par-dessus une connerie comme ça, quoi, qui a été assez starbé et courageux pour faire ça, je me pose bien la question, hein. Enfin bref, quoi, le pont il est quand même très vieillot et il se soutient mal, et pourtant Mendoza et Gaspard vont donc se battre, hein. Gaspard qui comprend pas le début de stratégie que Mendoza voudrait faire, parce que lui ça ne le dérangerait pas tant que ça de buter Mendoza, apparemment.
C'est Gaspard qui, une fois de plus, doit être considéré comme un abruti, qui ne peut même pas comprendre le besoin de se serrer les coudes pour se sortir de ce genre de situation. J'imagine qu'il est trop vénère contre Mendoza. Enfin bref, voilà, on a un combat qui est passable. Voilà, ça manque un petit peu de dynamisme personnellement et c'est censé être la grande confrontation de fin entre ces deux-là. J'avais un petit rappel avant que qu'on passe à autre chose, dire ouais, il y a une petite rivalité entre ceux-là parce que Gaspard s'imagine trop qu'il a un futur avec la Guerra. Hein, une fois de plus, étant donné qu'elle rejette pas à 100% ça, c'est pas impossible qu'elle soit vaguement ouverte à l'idée, même si elle semble en passer particulièrement pour Mendoza. Une fois de plus. Faudrait qu'elle se décide, qu'elle soit claire celle-là aussi. Hein. En tout cas, voilà, ça s'étend un petit peu, et pendant ce temps-là, on a nos enfants qui finiront par retrouver la trace de notre groupe, qui sont emmenés ailleurs. Il y aura toute une parenthèse, honnêtement, sans grand intérêt, où il y a un gamin de la tribu qui les a suivis, qui essaye de se la jouer. Alors, regardez, je suis trop fort en les prenant en otage, bien entendu, ça marche pas. Hein. Il y a Zia qui le domine facilement, et il le force à dire ce qu'il sait. C'est-à-dire ben, en gros, qu'ils vont être sacrifiés. C'est à peu près la seule chose qu'il leur force à dire, quoi, que Mendoza et compagnie vont être sacrifiés, et c'est un truc qu'ils auraient pu comprendre s'ils avaient simplement suivi eux-mêmes, et qu'ils avaient vu la configuration, ils seraient dit, ouais, ça doit être ça, ils veulent les sacrifier ou un truc comme ça. Il n'y avait pas besoin de cette merde, en fait. Je dis ça parce que ce gamin, on le montre de façon un tout petit peu proéminente, et je comprends pas une seconde ce qu'il apporte, à part pour appuyer que, ouais, la vie se poursuit dans ces villages-là, il n'y a pas d'autres gamins à part lui apparemment, donc la nouvelle génération va pas être très prospère hein, s'il n'y a que lui. En tout cas, voilà, grâce à ça, ils sont un peu au courant de ce qui se passe et ils pondent un plan à la va-vite pour sauver un petit peu la situation. Et quand je dis à la va-vite, on n'explique pas comment on arrive à amener ce genre de choses, on nous balance juste la solution comme ça. Voilà, il y a Zia qui se pointe sur une grande falaise pas loin en essayant de la jouer prophète. Oh, regardez-moi, ne sacrifiez pas ces gens-là et je vous promets de calmer ces insectes, cette nuée de criquets. Et il y a des gens qui se disaient, ouh, c'est un petit peu. Ça donne un petit peu à réfléchir. Le sorcier dit, ah, mais comment oses-tu, hérétique, foutez-la au sacrifice avec les autres. Mais c'est là qu'il montre ses pouvoirs en utilisant donc la tiare qu'ils ont piqué à la sorcière. NDG, c'est ça, oui, ses pouvoirs de communication avec les animaux, qui apparemment ont été amplifiés avec cette tiare. Elle fait quoi cette tiare exactement? Elle ne permet pas de contrôler le feu seulement, parce qu'elle ne contrôle pas du tout le feu. C'est juste une tiare de télékinésie en fait. Et elle a utilisé sa télékinésie seulement pour contrôler le feu, majoritairement NDG. Parce que bon, une tire de télékinésie, c'est pas juste pour contrôler le feu, quoi. Enfin bref, grâce à ça, elle parvient à manipuler un petit peu les criquets. Étant donné qu'elle arrive à leur parler, elle parvient à leur injecter l'idée d'aller ailleurs, qu'ils en ont fait assez dans le coin, et ce sera bien de laisser ces gens-là tranquilles. Mais vraiment, super pouvoir d'empathie avec les animaux, mais à ce point, quoi. Quand c'était un seul animal comme ça, de temps en temps, tu te dis, ok, et là, wouh, et une nuée de criquets, des dizaines, des centaines de milliers d'insectes avec lesquels je peux parler comme ça directement, tu te dis, c'est... quand même, hein, c'est pas un seul esprit qui se mélange comme ça, quoi. C'est facile. Une fois de plus, c'est super facile et ouais, quoi, c'est la solution pratique pour échapper à tout. Donc ça combat tout le monde, sauf le sorcier qui se fait laminer comme une merde par la Guerra en essayant de la sacrifier comme ça rapidement. Et oui, après, tout le monde est content, les choses s'arrangent, vive la vie, le village va mieux. Le sorcier, il va être poursuivi par des criquets jusqu'à sa mort apparemment. Parce que bon, techniquement, Zia est un petit peu condamné à mort, hein, faut qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc c'est une façon très, très soft de le montrer ça. Et ouais, bah, ils ont résolu le problème. Tout va bien à ce niveau-là et on peut repartir. Il y a la Guerra et Gaspard qui finissent par dire un peu à tout le monde qu'Ambrosius, d'après ce qu'ils savent, est mort. Ce qui est même un moment qui aurait pu être sympathique avec Tao si on l'avait mieux écrit et si on avait mieux amené ça avant, sur le fait que
en dépit de tout ce qu'ils ont vécu de mal ensemble, il y a toujours un souvenir un peu sympathique de certaines choses qu'ils ont partagées avant. Ce en quoi ils se rejoignent un petit peu, ce qu'on pouvait ressentir dans la saison 2, et un chouïa dans la saison 3. Et ouais, on l'emploie très mal déjà parce que dans la saison 3, on a rendu Ambrosius complètement méchant de cartoon, c'est-à-dire quoi, il a pas énormément de subtilité et surtout, ben voilà quoi, il s'est mis d'accord avec le fait que Ambrosius maintenant c'était un gros connard. Tao, surtout que oui, la dernière interaction précise qu'il a eue avec Ambrosius, Tao, c'était quand il a essayé de le buter au début de cette saison-là, quoi. Donc, je suis désolé de dire ça, mais je pense que le lien qui est entre vous, ça fait des lustres qu'il est complètement amoindri et qui signifie plus rien. Et à ce moment-là, si tu veux appuyer quand même le fait qu'il y a quelques souvenirs un peu forts entre vous, il faut pas le dire du genre ah je ne sais pas de quoi me souvenir, l'Ambrosius gentil ou l'Ambrosius connard qui a essayé de nous buter. Je dis oui, bien sûr, faut te souvenir de l'Ambrosius connard qui a essayé de te buter, quoi. Ça allait beaucoup trop loin ce conflit pour valoir qu'il y ait cette espèce de petite réflexion. Si vous aviez été plus subtil avec Ambrosius, peut-être, ou si vous aviez mieux amené le texte, peut-être, mais là non, quoi. Donc cette espèce de regret qu'il y a, je vous cache pas qu'il est un peu malvenu, quoi, un petit peu malvenu. N'empêche que, ouais, maintenant que Laguerra et Gaspard sont réunis avec le groupe, il va y avoir certaines choses à mettre au point, et on le fait pas tout de suite. Et c'est un peu bizarre. On n'a encore rien dit à Gaspard et Laguerra concernant la météorite qui menace de détruire le monde, et ouais, ça aurait dû être un des premiers trucs à faire les concernant. J'imagine qu'on va vite pallier à ça hein, dans l'épisode suivant. Je vous cache pas une fois de plus que ouais, vous vous étendez sur des trucs qui sont honnêtement pas ultra vitaux dans une série qui essaye vraiment de raconter beaucoup de choses en une seule saison. Et ce genre de choses, je vous cache pas que c'est pas. Ça n'a pas beaucoup de poids. Mais globalement, ça allait. Ça se suivait acceptablement. Il n'y a rien de grandement gênant là-dedans, mais il n'y a rien de fantastique non plus, quoi. Une fois de plus, une histoire qui suit, voilà. Voilà. J'ai quelques petites craintes sur comment va être gérée cette retrouvaille entre Mendoza et Laguerra, parce qu'on essaie de la jouer un petit peu mignon. Et aussi sur le fait qu'elle reste un petit peu butée sur son idée de patriotisme, ce qui fait qu'elle suit un petit peu le groupe parce qu'elle y voit certains intérêts. Alors que bon, avec ce qui se passe, je pense que ce serait vraiment la première chose à faire de suivre le groupe, quoi. Vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous n'avez plus rien. Oui, la première chose à faire, c'est essayer de gérer un petit peu ça et de se mettre d'accord. Hein. C'est pas dire est-ce que je peux prévoir un prochain coup en traître contre eux. Je sais pas trop. Hein. C'est pour la rendre une fois de plus anti-héroïne à ce moment-là de l'histoire, ce serait grossier, quoi. Je vous cache pas. On verra une fois de plus. Hein. Je ne veux pas non plus faire de suppositions trop grasses. Hein. On verra bien l'épisode suivant, ça. En tout cas, c'est un épisode correct sans plus. À nouveau. Et j'ai le sentiment que ça va être comme ça pendant une petite partie encore du temps qui nous reste. Hein. Peut-être que ça va me surprendre à partir de l'épisode suivant. Peut-être qu'on va revenir sur Zarès qui va s'en prendre directement aux Olmecs. Et ça va être fun, peut-être con mais fun au moins. On verra. À bientôt pour l'épisode 21. Bye.